Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal durant laquelle nous serons en compagnie de Saïd Hamadi Raos, ancien conseiller général de Congo. Bonsoir. Bonsoir. Alors avec vous, nous évoquerons notamment l'accession à l'unanimité de Sobhadine Ibrahim Ramadani à la présidence du conseil départemental, mais aussi à la polémique que cela a provoqué, car bien sûr il fallait s'y attendre. Nous en parlerons plus amplement au cours de ce journal, mais d'abord voici les titres de ce vendredi 3 avril. Au lendemain du troisième tour, l'image d'unité s'effrite et les polémiques éclatent déjà. C'est le député Bouanali Saïd qui a lancé les hostilités ce matin. Explication dans ce journal. Après 2 droits de retrait au collège K1, le vice-rectorat apporte des réponses. Il a convié les médias locaux à une conférence de presse pour faire le point. Peinture sur trio, c'est l'activité ludique qui était proposée à des jeunes Mahorais ce matin, place de la République. Une action de sensibilisation originale organisée par Éco-Emballage. Reportage à la fin de cette édition. La fête est finie depuis peu et l'heure est déjà à la polémique. L'élection à l'unanimité de Sobhadine Ibrahim Ramadani à la tête du conseil départemental n'a pas réjoui toute la classe politique mahoraise. Ce matin, sur nos ondes, c'est Bouanali Saïd qui a ouvert les hostilités face à Ahmed Atoumani Douchina. Pour le député, la démocratie en a pris un coup, mais la population mahoraise n'est pas tout à fait du même avis. Reportage Camille Leca, Shakila Youssouf et Leslie Vimné. Il aura fallu moins d'une journée pour que les premières langues se délient. L'image d'un nouveau conseil départemental uni et soudé autour de son président n'a pas séduit tout le monde. Ce matin, Bouanali Saïd n'a pas mâché ses mots. C'est une évidence que la démocratie a été assassinée à ce moment-là. Maintenant, j'espère qu'ils seront capables de se ressaisir. Il fallait un candidat, même si la personne allait être battue. Mais ce n'était pas ça qui allait faire dire que nous n'allions pas travailler ensemble. 26 conseillers, 26 votes unanimes pour une seule candidature à la présidence. Cohésion affichée ou démocratie bafouée? La question se pose. Mais pour Ahmed Atoumani Douchina, la réponse est claire. La polémique n'a pas lieu d'être. Hier, ce que nous avons voulu montrer à la population, c'est un cadeau que nous avons fait à la population qui a marre de voir des tiraillements, des fois inutiles, inexpliqués, qu'on ne peut pas comprendre. Si le député de Mayotte a le mérite d'avoir exprimé son avis, dans la rue, la population ne le suit pas. Les Mahorais veulent croire à l'unité et soutiennent le président Sobhadine Ibrahim Ramadani. Il devrait attendre quelques mois, voir les dossiers, comment ils vont avancer. Après, là, il peut crier haut et fort qu'il n'y a pas d'opposition. Wakati wakubali tuzahe wamkubalianazo wazione namna tuchozirenda sababu sona ya desi watu wasoro ngwemba waijao nakaya lazima warongoe namne wika lazima wae mtu mwema swafi waja hedzwa wao. S'ils ont voté pour Sobhadine, c'est que c'est le meilleur. Enfin, je l'espère. Maintenant, s'ils ne pouvaient pas, s'ils avaient su qu'ils ne sauraient pas faire quoi que ce soit, ils ne l'auraient pas voté. 24 heures après la fin des élections, difficile de dire si la cohésion du conseil départemental se vérifiera dans les actions menées et si les voix dissonantes pourront s'exprimer. Si l'image est belle, reste à savoir comment elle vieillira. Alors Saïd Hamadi Raos, on l'a vu, cette question de l'unanimité à l'élection à la présidence fait polémique au sein de la classe politique mahoraise. Vous êtes du même avis? Je voudrais tout d'abord féliciter l'élection de M. Sobhadine à la présidence du conseil départemental de Mayotte. J'ai soutenu cette option parce que c'est l'UMP qui devait présider aux destinées du département suite aux élections du 29 mars. En revanche, ce que nous avons constaté le 2 avril, ce n'est pas du tout de l'unanimité. Ce sont des conseils départementaux battus qui n'avaient pas le choix et qui se sont déportés sur la candidature de l'UMP Sobhadine Ibrahim. J'aurais aimé que ces personnes, en l'occurrence M. Douchina, puissent se ranger dès le 30 mars
aux côtés de Sobahadine, comme moi je l'ai fait le 29 au soir, en acceptant ma défaite et en reconnaissant que c'était l'UMP qui devait présider. Parce qu'en 2011, comme l'UMP n'était pas majoritaire, j'étais le premier artisan de la majorité centre-gauche pour combattre Douchna. Je sais que c'est un fin politicien et un opportuniste aussi, parce qu'il veut tirer profit de cette union sacrée. Il n'y a pas union sacrée, il y a une majorité de 16 et une opposition de 10. On vous a beaucoup entendu lorsque vous étiez conseiller général reprocher des actions de part et d'autre de l'équipe qui était en place. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que cette polémique en fait, a tué quelque part aussi la possibilité d'avoir une opposition? De toute façon, au jour d'aujourd'hui, les Mahorais doivent savoir que c'est la droite réunie qui dirige Mayotte. Si aujourd'hui, l'action de Douchna est sincère, je voudrais bien le croire. Les Mahorais jugeront. De toute façon, nous, le Parti social... Vous parlez beaucoup de Douchna, mais pourtant ils étaient... Mais c'est lui qui a fait la lecture. J'étais à l'hémicycle. Pendant les tractations, c'était Daniel Zaïdani, le président sortant, qui devait être candidat. Voyez-vous, c'est une stratégie politicienne. Ce n'est pas à moi qu'on voudra faire comprendre. Je ne suis pas comme Banali Seyd Toumbou, parce que Banali était aux côtés de Douchna, Daniel Zaïdani et Chiabou pour former une majorité composite que je devais dénoncer. Parce que le MDM s'est sacrifié en disant qu'il allait œuvrer aux côtés de l'UMP pour constituer une majorité de droite, UMP et centre-droit. Je pense que les 10 autres doivent être à l'opposition et assumer le rôle d'être à l'opposition. Mais avant cette élection, Douchna l'avait déjà dit qu'il ne voulait pas être à l'opposition. Il faut être courageux dans la politique. Quand on est battu, on est battu. Alors, vous étiez également troisième vice-président en charge de la coopération et de l'Europe. Alors, on a vu les nominations aux différentes commissions. Une femme à la première présidence, vice-présidence. Moi, je trouve que c'est une avancée. C'est une avancée qui revient au Parti socialiste. C'est la gauche qui a imposé la parité en France. Ce n'est pas l'UMP. Donc, je me réjouis de trouver une traduction paritaire à Mayotte. Moi-même, quand j'étais maire en 2001, ma première adjointe au maire était une femme, une Miss Mayotte, en la personne de Jean-Jacques Laurence, une femme qui a bien travaillé, une femme de qualité. Je pense que Fatima Soufou sera une bonne première vice-présidente. Alors, autre femme dont on va parler, Raïssa Andoum, qui vous a évincé justement de cette élection. Ce n'est pas Raïssa qui m'a évincé. Moi, je lui souhaite bon courage. Je la félicite aussi, parce que c'est bien qu'il y ait des émules à Congo. Et Raïssa, c'est une Benjamine par rapport à moi. Aucune amertume pour vous? Mais non, au contraire, je lui souhaite tout la réussite possible, parce qu'elle n'est pas la seule à Congo. Au Parti social mahorais, nous avons été précurseurs de la promotion de la femme. Donc, je pense qu'elle peut avoir en moi, si elle le souhaite, quelques conseils. Parce que ce n'est pas facile hein, dans cette arène de l'Assemblée départementale. Hein. Ce n'est pas parce qu'on est une femme qu'on va vous laisser passer. Hein. Alors, on a vu Daniel Zaïdani qui a accepté justement de ne pas avoir de rôle au sein des différentes commissions. Vous qui l'avez beaucoup critiqué, il faut le dire quand même, qu'est-ce que vous en pensez? Avant de le critiquer, je l'ai beaucoup soutenu. C'est moi qui ai travaillé un certain 30 mars 2011 pour qu'il devienne président du Conseil général. Il était aux côtés de Douchna comme vice-président et c'est vers minuit que je suis allé le chercher à Tsarano pour l'amener à Kombani et pratiquement l'introniser président du Conseil général. Donc, Zaïdani, naturellement, devait être à l'opposition. Il doit être le chef de l'opposition. À cause de ces manques de positionnement et sa naïveté, il a sacrifié le MDM. Je lui avais conseillé en 2011 d'être le patron de MDM et que nous puissions, après les sénatoriales, créer un grand parti
au sein de la majorité. Il ne m'a pas suivi. Mais quand vous avez, en 2015, son trésorier général allait soutenir l'UMP, naturellement, le MDM s'est fait harakiri. Donc, à partir de ce moment-là, je pense qu'il doit être sincère, travailler aux côtés de Sobahadine pour constituer une majorité forte dans l'intérêt de Mayotte. Si tel n'était pas le cas, c'est lui qui allait payer les pots cassés. Hein. Merci beaucoup Saïda Madiraos. On va continuer ce journal avec ce matin une conférence de presse se tenait au vice-rectorat de Mayotte pour évoquer les suites données aux discussions menées avec les enseignants du collège K1 de Kaweni. De nombreuses mesures ont été prises, notamment la construction d'une clôture pour sécuriser l'établissement. Le point avec Shakila Issouf et Fred Souleymana. Le collège de K1 de Kaweni concentre à lui seul moins de 10% des incidents signalés au ministère de l'Éducation nationale entre les violences sexuelles, les agressions entre élèves et enseignants et la dégradation des locaux. Mais le vice-rectorat se veut rassurant ce matin. Un ensemble de mesures étaient déjà actées et sont en cours d'application. Nous sommes allés à la rencontre des enseignants et nous leur avons annoncé les mesures que nous avions déjà prises. C'est la création d'un poste de personnel de direction supplémentaire, c'est le renforcement de l'équipe mobile de sécurité aux abords de l'établissement et la pérennisation d'un poste provisoire de CPE supplémentaire pour l'établissement. Le quotidien des enseignants de K1 est devenu ingérable. Depuis le début de l'année, 15 faits de violence ont été recensés. Après les 2 droits de retrait exercés par son personnel hier et avant-hier, le vice-rectorat doit donc améliorer son dispositif, mais ne peut pas le faire tout seul, d'après le directeur de cabinet. Il est important qu'il y ait une réelle coordination de tous les différents services, que ce soit les services de l'État, que ce soit les collectivités, que ce soit les partenaires associatifs, pour travailler ensemble. Par exemple, le fait que les mamans viennent encadrer l'étude de leurs enfants, ça veut dire qu'il y a un vrai travail de partenariat du collège avec son environnement, que les gens sont impliqués. Ces réponses du vice-rectorat étaient attendues des syndicats et des délégués du personnel de Kaweni 1, mais selon eux, elles sont encore insuffisantes. Au lieu d'un grillage autour de l'établissement, ils exigent qu'un mur soit construit. Pour alléger les effectifs, ils souhaitent également que 200 élèves soient réaffectés au collège K2 et K3. Enfin, ils continuent à réclamer une réunion concertée avec les représentants du nouveau conseil départemental de la préfecture et du vice-rectorat. Et à noter que sur l'ensemble des établissements de Mayotte, depuis le début de l'année scolaire, 160 faits de violence ont été signalés au ministère de l'Éducation nationale. Les élèves du lycée professionnel de Douménié sont remontés. Cela fait un moment déjà qu'ils auraient dû obtenir leur bourse d'études. Aujourd'hui, leur message est clair. Si rien n'est fait, ils n'iront plus en cours. Les précisions avec Asnia Moussa et Fred Souleymana. Cela fait 5 mois que les élèves du lycée de Douménié n'ont pas reçu leur bourse d'études. Et pour eux, c'en est trop. En colère, ces lycéens ont donc décidé hier de ne pas se rendre en cours. Excédés, ils menacent de barricader l'école mardi matin afin de se faire entendre. L'administration leur avait promis de régulariser le paiement avant leur retour de stage, mais depuis, rien n'a été fait. Là, tu vois, ça fait 5 mois qu'on n'a pas eu notre bourse et tout. L'administration est en train de dire que ouais, ça va sortir dans 2 semaines ou 3 semaines et tout. Et là, après, le proviseur là, il est en train de se foutre de notre gueule, on est en train d'attendre pour rien. On n'est pas des pigeons! Et là, hier, là, on est venu, ils sont en train de dire que ouais, la bourse va sortir. Mais là, on attend, depuis ce temps-là, nos frais de stage, notre bourse n'a pas encore été payée. Et voilà. Les élèves du lycée professionnel de Douménié campent sur leur position. Ils ne comptent pas reprendre le chemin de l'école tant que le rappel des sommes dues n'aura été effectué.
Contacté par téléphone, le vice-rectorat annonce qu'il y avait effectivement un retard de paiement, mais que d'ici mardi, tout sera régularisé. Alors des lycéens remontés à hausse et on voit également des enseignants pareil. Est-ce que vous avez l'impression qu'à Mayotte, l'éducation est en réelle détresse? Moi je pense que les jeunes ont raison de manifester. On ne peut pas travailler sans bourse. Moi j'étais chef de grève en 1984. Donc il va falloir que l'administration s'occupe de ce dossier, étant entendu qu'il y a une misère sociale grave à Mayotte. Concernant les enseignants, c'est pareil. Il y a un laisser-aller dans les établissements scolaires. Moi-même, je suis enseignant. Il va falloir qu'on trouve les voies et les moyens pour que les élèves apprennent correctement. Donc, dans tous les collèges de Mayotte, et en particulier dans les collèges de la zone urbaine. Alors, on a vu que beaucoup d'enseignants entendent justement des différents entretiens qui auront lieu dans les jours qui viennent. Est-ce que vous avez l'impression que le conseil départemental qui est en place aura son rôle à jouer ? Tout à fait. Aujourd'hui, voilà pourquoi je voudrais qu'il y ait un président bien entouré. Je voudrais profiter de l'occasion pour qu'on... Qu'est-ce que vous appelez bien entouré? Je voudrais profiter justement de l'occasion pour dire au président Sobahadine de ne pas nommer n'importe qui comme directeur de cabinet. Et surtout ceux qui ont perdu les élections du côté de l'UMP. Il faut trouver les personnes qui ont la capacité de manager ce groupe composite, mais de droite. Donc, on ne peut pas se satisfaire de favoriser ou primer des gens qui n'ont pas été capables de se faire réélire, par exemple. Et aujourd'hui, le conseil départemental a son rôle à jouer. En tout cas, c'est comme ça comment je l'entends, dans le domaine de la prévention des risques et de l'insécurité. Le conseil général doit investir dans la prévention aux abords des établissements scolaires du secondaire, aussi bien au collège, mais aussi au lycée. Et nous pouvons aussi intervenir dans le cadre de la collectivité départementale en apportant des moyens humains. Nous avons beaucoup d'agents qui sont conseillers généraux, pour beaucoup traînent, s'ennuient. D'agents de sécurité ? Les agents de sécurité, mais aussi des médiateurs. Nous avons beaucoup d'agents qui peuvent intégrer les établissements scolaires de leur canton au lieu de venir à Mamoudzou traîner les pieds et ne pas rendre un travail correct au conseil général. Donc ils peuvent être utiles dans leur canton respectif. Ça limiterait aussi les embouteillages. D'accord. On va continuer, Raos, avec cette information. Un mois après leur arrivée sur le territoire, les deux nouveaux sous-préfets de Mayotte ont été présentés officiellement à la presse ce matin à la Case Rocher. Guy Fitzer, secrétaire général adjoint et sous-préfet à la cohésion sociale, et Alain Faudon, secrétaire général pour les affaires régionales. Au-delà des présentations, ils ont surtout parlé travail, éducation, emploi, cohésion sociale, travail de ville, fonds européens ou contrat de plan État-région. La liste des chantiers à mener est longue, mais les nouvelles recrues semblent déjà bien au point. Reportage Camille Leca. Les présentations ont vite été expédiées. Ce matin, il fallait tout de suite passer aux choses sérieuses et parler des dossiers en cours. Avec d'abord les contrats de ville qui seront signés avec les communes d'ici fin mai, début juin. 2 millions d'euros, 37 villages, 4 quartiers et 180 000 personnes concernées. La planification de la politique de la ville se précise et c'est Guy Fitzer, nouveau sous-préfet à la cohésion sociale, qui en aura la charge. Pour lui, les moyens sont là. L'idée de la nouvelle génération des contrats de ville, c'est de mettre les financements, de prioriser ces financements sur des territoires très déterminés, très diagnostiqués, et qu'on puisse, entre guillemets, mettre le paquet là où on en a le plus besoin. Autre chantier d'envergure, le contrat de plan État-région, emploi durable, enseignement, recherche et innovation ou transition écologique. Là encore, le spectre est large. 193 millions d'euros sont apportés par l'État. Un travail mené par le nouveau SGAR en étroite collaboration avec le conseil départemental qui apportera aussi des financements.
L'objectif pour nous, c'est qu'on avance en permanence en accord avec le conseil départemental. Certes, l'État est autorité de gestion, mais la finalité, c'est de faire en sorte qu'on puisse travailler pour qu'il y ait un véritable échange et que le conseil départemental, l'État, donc le préfet et le président maintenant nouvellement élu, travaillent ensemble à ce que dans les semaines qui viennent, nous puissions signer effectivement le CPER. Pour le préfet de Mayotte, Sémon Morsi, grâce à cette Dream Team, comme il l'appelle, les dossiers sont dans de bonnes mains. C'est une équipe exceptionnelle, d'abord parce qu'elle est au complet, et ensuite parce qu'ils ont le même état d'esprit que moi, c'est-à-dire il faut aller vite, il faut foncer, il faut aider, il faut construire, et puis il faut faire en sorte que tout le monde s'approprie les projets. Donc je trouve là que ceux qui m'entourent ont l'énergie, l'envie, la passion et le plaisir d'être là, donc c'est tout ce qui me va. Ce matin, il a également été question des fonds européens avec un appel fort lancé aux porteurs de projets mahorais. 170 personnes sont actuellement formées pour les accompagner et 7 adultes relais sont nommés. Pour la préfecture, les financements sont là. Il faut maintenant qu'ils soient dépensés à bon escient. Alors du côté de la préfecture, on parle de cette Dream Team. Est-ce que pour vous, ajouter à cette nouvelle équipe du conseil départemental, Mayotte a tout pour avancer ? Je pense que, effectivement, je peux souhaiter la bienvenue à ces hauts fonctionnaires, mais il faut qu'ils sachent qu'ils viennent travailler. Et travailler, c'est aller dans les quartiers. Je peux citer les quartiers de Kaweni, mais aussi les quartiers de Kungu, notamment Banrajou, Dubaï ou Massimoni, où l'assainissement n'existe pas. Les gens vivent dans la misère. Donc je souhaiterais que les fonds, aussi bien nationaux que européens, soient utilisés effectivement à bon escient et qu'on ne reste pas dans les affirmations, qu'on passe maintenant à l'action, étant entendu que les fonds sont là. D'autant plus que j'étais parmi ceux qui allaient les chercher. Donc je suis aujourd'hui en situation de bien regarder et voir ceux qui vont bien travailler. J'encourage le préfet et son équipe à aller de l'avant. Mais les visites préfectorales dans les quartiers ne suffisent pas. Nous voulons avoir un aménagement cohérent pour que Mayotte ne ressemble pas à Tombouctou, mais qu'il ressemble à un département comme un département de la France. Nous devons avoir des routes carrossables aux normes, nous devons avoir un assainissement réel dans toutes les localités de Mayotte, en particulier dans la zone Mamoudzou, Kungu et Debeni. Alors, vous avez à l'époque été en charge des fonds européens. Quelle a été justement la défaite du Conseil général concernant ce dossier ? Tout d'abord, nous avions eu, avec l'apport de M. Eliwaro, député européen de la zone, avec le soutien de Adakolo Kira, son assistant, obtenu 2 millions d'euros en 2010 pour que nous puissions préparer les cadres mahorais au projet européen. Cet argent a eu un mal fou à être utilisé, on a perdu du temps, mais aujourd'hui aussi, la gestion des fonds revient au service de l'État. Donc, ce qui est une anomalie, parce que c'est aussi l'une des critiques que je portais à l'égard de M. Dani Zeidani. Toutes les RUP gèrent eux-mêmes donc les fonds européens, à l'exception de Mayotte, qui a choisi par une volonté dictatoriale de Dani Zeidani, sans qu'il y ait un débat à l'Assemblée territoriale, de remettre la gestion des fonds au service de l'État. Donc maintenant, je demande au service de l'État de faire le nécessaire, parce que nous qui sommes de gauche, nous sommes pointés souvent de doigt. Aujourd'hui, c'est un gouvernement de gauche qui est là. Nous devons voir les actions menées pour que nous puissions avoir notre enracinement dans les quartiers. Donc, je suis très favorable à ce que vient de dire le préfet, mais j'espère qu'il va rester un peu plus longtemps pour mettre en place les chantiers. Il ne faut pas qu'il soit rappelé dans 2 mois ou 3 mois. Il faut qu'il mouille la chemise, parce que Mayotte souffre. Merci beaucoup, Saïda Madiaraos, pour toutes ces précisions. Et on continue ce journal avec cet attentat terroriste qui a eu lieu ce jeudi à l'université kenyane de Garissa, dans l'est du pays. L'attaque a été menée par les islamistes somaliens Shebab. Le bilan provisoire communiqué est de 147 morts, essentiellement des étudiants. L'information a suscité beaucoup d'émotions au sein de la communauté kenyane établie dans le 101e département. Entre tristesse et colère, les concernés ont parfois du mal à trouver leurs mots. Le reportage de Sakila Youssouf et Fred Souleymana.
La communauté kenyane vivant à Mayotte est sous le choc, mais malgré la douleur, très peu ont souhaité s'exprimer face à la caméra par crainte des représailles. Réfugiés politiques pour la plupart d'entre eux, cette attaque terroriste réveille chez eux d'anciennes blessures non encore cicatrisées. On est habitué des massacres, des choses bizarres, non. Mais normalement c'est très ça, on n'est habitué pas des choses comme ça. Al-Shabaab, il travaille comme ce qu'on attend quelque part en Syrie, en Afghanistan. Mais normalement, on était habitué à ça. Moi, je n'aime pas. Tu vois, même les Al-Shabaab, ce sont des criminels. Tu peux te voir même à Eritrea te menacer. Depuis que l'armée kenyane est entrée en Somalie pour combattre les Shebabs en octobre 2011, le Kenyan est exposé aux attaques de représailles. L'an dernier, notamment, près d'une centaine de personnes avaient été tuées dans une série de raids nocturnes sur les villages de la côte kenyane. Des attaques revendiquées par les islamistes somaliens. Mais loin de leur terre natale, les ressortissants kenyans de l'île ont du mal à prendre du recul. Et dans leurs discussions, le ton monte très vite. Tu ne sais pas ce que tu parles. Je te dis la vérité. Parce qu'on ne sait pas. C'est Al-Shabaab. C'est Al-Shabaab. Mais est-ce que tu sais qu'il y a aussi des Kenyans qui sont complices? Dans chaque pays où il y a ces histoires-là, il y a des complices toujours. Et si les avis divergent sur les responsabilités des uns et des autres, tous s'accordent à dire qu'il serait temps que les choses s'apaisent. Aujourd'hui, le plus important pour eux est de pouvoir se reconstruire. Coupure d'électricité et fermeture des stations Total ce lundi de Pâques, et c'est également dans l'actualité de ce vendredi 3 avril. Davantage de précisions avec Camille Leca. Après plusieurs semaines d'interruption, EDM recommence ses essais sur les nouveaux groupes de la centrale de Longoni 2. Les tests auront lieu à partir de ce dimanche jusqu'à lundi soir. En 2014, les raccordements aux nouvelles installations avaient provoqué plusieurs blackouts. EDM indique aujourd'hui que toutes les dispositions nécessaires sont mises en œuvre pour limiter au maximum la survenance d'un incident, même si le risque zéro n'existe pas. En cas d'éventuelle coupure, il faut considérer que l'installation est sous tension, le courant pouvant être rétabli à tout moment. Dans son communiqué, EDM a enfin rappelé l'importance de ces essais afin de proposer aux Mahorais la qualité de fourniture qu'ils méritent aujourd'hui et dans l'avenir. Ce lundi 6 avril, lundi de Pâques, la majorité des stations-service de l'île seront ouvertes de 8h à 14h seulement. Celles de Longoni et Majicavo resteront fermées toute la journée. Pour faire le plein malgré la fermeture des guichets, les distributeurs automatiques de carburant des stations de Majicavo et Passamenti seront accessibles. La Chambre des métiers et de l'artisanat région Mayotte a désormais son site internet. Présentation de l'établissement, dispositifs d'accompagnement, formation, formalités et partenariats. Les artisans pourront avoir accès à toutes les informations dont ils ont besoin. Chaque mois, des chiffres de l'artisanat mahorais et la publication officielle des créations et radiations d'entreprises seront aussi mis en ligne. Des outils qui permettront de suivre l'évolution du secteur de plus près et d'améliorer la visibilité des actions. Camille, c'est le nom de la tortue imbriquée qui va être relâchée dans le lagon demain. Une opération menée par le réseau de protection des tortues et des mammifères marins REMAT. Le réseau avait recueilli et soigné la tortue victime d'une pêche accidentelle le 3 mars dernier dans le port de Dzaoudzi. Après un mois de soins, elle est prête à retrouver son espace naturel. Demain à 16h, elle sera relâchée sur la plage du Faré en Petite Terre. Pour développer les recours au signalement, le réseau REMAT met en place actuellement une campagne de sensibilisation destinée aux pêcheurs et des panneaux d'affichage destinés au grand public. Et cette information, la connexion téléphonique depuis Mayotte en direction de l'extérieur est rendue impossible depuis ce matin. En cause, le câble Lyon 2 a été endommagé. Pour l'heure, impossible de dire quand le réseau sera rétabli. Et enfin, les élèves de l'école d'hôtellerie de Kaweni étaient ce matin à la place de la République pour une opération de sensibilisation à la gestion des déchets. Pour ce faire, ils ont eu la brillante idée de repeindre les trios, ces bornes de tri que vous avez sûrement dû déjà rencontrer dans les différentes communes de l'île, Assinia Moussa et Fred Souleymana. Fini les bornes de tri grisâtres. Ce matin, ces trios font peau neuve à coups de pinceau. Juste à côté, atelier maquillage, toujours avec de la peinture. Des animations originales et ludiques
proposé par l'association Éco-Emballage. Je fais du face painting sur le visage. En fait, la femme maoraise a toujours aimé faire des motifs sur son visage avec le mtsinzane. Aujourd'hui, je le fais avec de la peinture à eau exprès pour le corps. Afin de sensibiliser les élèves à l'utilisation de ces poubelles à tri, le professeur d'art appliqué au lycée d'hôtellerie de Kaweni a animé l'atelier. Une démarche pédagogique, ludique, mais aussi écologique, qui semble avoir pris effet. Il y a des jeunes déjà qui avaient des bouteilles en plastique et ils m'ont demandé est-ce qu'on peut les jeter. Donc ils ont compris le système et je pense que l'un amène l'autre. Le côté atelier animation va engranger automatiquement le côté enjeu écologique et citoyen, tout simplement civique, de pouvoir et d'avoir l'occasion de faire un geste qui serait digne d'un Mahorais. Voilà. Ce matin, les jeunes ont bien compris l'importance de ces bons gestes. Le tri sélectif a déjà permis de recycler 243 tonnes d'emballage à Mayotte depuis 2013. Et il a un bel avenir devant lui, car Éco-Emballage prévoit d'installer de nouvelles bornes dans toutes les communes de l'île d'ici la fin de l'année. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, vous serez en compagnie de la charmante Ornella Perrine pour la météo. À 19h35, les invités du temps de parole répondront aux questions de Patrick Mian. Il s'agit de Bonali Saïd et d'Ahmed Atoumani Douchina. Quant à moi, je vous donne rendez-vous mardi seulement pour une nouvelle édition du journal. Lundi de Pâques oblige. Mais d'ici là, j'aurai bien sûr le plaisir de vous retrouver dans les rendez-vous de l'info samedi soir et dimanche soir à 19h. Sans oublier l'info en continu sur notre site l'infoquesi.fr. Bonne soirée à vous sur KTV.